Cube Radio. Le bureau d'enquête de Québecor et Cube Radio présente Par pure vengeance, épisode 2. Vous avez peut-être écouté notre premier épisode sur Cube ou sur une autre des plateformes de balado. Maintenant, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, arrêtez tout de suite et allez écouter l'épisode 1. C'est une série qui s'écoute un épisode après l'autre. C'est important de revenir en arrière si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent. Bonne écoute. Au fil des années, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont bien connu Normand Dubé. Des amis, des collègues, des voisins, des employeurs, des anciens collègues du secondaire. Et ce qui ressort de mes conversations concernant M. Dubé, c'est qu'il y a vraiment deux camps. Ceux qui le soutiennent, le défendent, qui le croient innocent, et ceux qui le croient coupable et capable du pire. Quand la police a pris sa déposition concernant le sabotage des lignes d'Hydro-Québec, il n'a jamais nié avoir volé ce jour-là. Par contre, il dit que c'est pas lui qui a commis le crime. Même à la cour, il a clamé son innocence en pleurant à la barre. Ça a marqué tout le monde. Et il a dit qu'il n'avait rien à voir avec tout ça. Et il m'a dit la même chose avant le procès, avant le verdict, quand je l'ai rencontré à Sainte-Anne-des-Plaines. Je m'appelle Marie-Christine Noël. Vous écoutez l'épisode 2, Qui est Normand Dubé? En ce 10 avril 2018, est-ce que vous pensez que vous allez gagner votre procès? Ben oui. C'est bien sûr. C'est une affaire... C'est bien sûr. Premièrement, ça se fait pas. Puis deux, une chance que ça se fait pas. Deuxièmement, ça se fait pas que je l'ai pas fait. Mais c'est quand même fou de poursuivre quelqu'un pour un vol de banque puis avoir caché le million sur la planète Mars. Donc, qu'est-ce que la couronne vous reproche? La couronne me reproche d'avoir, comment je vous dirais ça, d'avoir causé une panne à Hydro-Québec. C'est tout? En avion. En avion. En avion. Et vous, là, vous nous disiez que c'est une théorie? C'est une théorie. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a aucune preuve concrète de ça. Ils ont fabriqué une théorie. Et puis ils essayent à mettre les morceaux de puzzle pour que ça marche. Puis là, ça marche pas. Parce que c'est une théorie. C'est une impossibilité en plus. J'ai été accusé de 3 places, mais Hydro-Québec, ils ont 14 places, dont dans le Nord, dont la Tuque, un peu partout à Sainte-Sophie, où je suis jamais passé en avion. Puis il y a 14 pannes. La panne avait eu lieu 13 heures après que je suis passé. Mais quand je suis passé, il n'y a pas eu de panne. Et puis je me suis revenu chez moi. Ben, il me reproche ça. Selon les documents de cour, là, il y a eu des pannes quelques jours avant le 4 décembre 2014 et après. Quand j'ai rencontré les gens de chez Hydro-Québec et que je leur ai posé la question, ils n'ont jamais voulu me confirmer ou me préciser l'information. C'est quoi votre version des faits, vous? La version des faits? Oui, pour vous. Mon Dieu, j'ai aucune idée de comment est-ce que... j'ai aucune idée de vous dire où ils en sont venus là, parce que vous n'avez 14 autres. Ce que j'entends là, pendant le procès, c'est qu'on est capable de vous situer à des endroits où il y a eu des pannes. Ouais, mais ça n'arrive pas. Parce qu'un avion, ça vole à 100 000 à l'heure. Puis pendant 10 secondes, selon NAV Canada, je suis resté à la même place pendant 10 secondes, comme si j'étais en hélicoptère fixe. Fait que ça vaut ce que ça vaut, les données de NAV Canada. Il y a 10 secondes, pendant 10 secondes de temps, je n'ai pas bougé. J'étais au même point GPS pendant 10 secondes, pas 2-3 secondes, là. Vous dites non... Comme le radar n'est pas assez précis, moi, j'étais vraiment déjà en train de me déplacer. Ben, donc, j'étais plus là. J'étais plus là, ça faisait 10 secondes. L'avion n'arrête pas. L'avion parcourt, je pense que c'est 172 pieds secondes. Fait que l'avion... Fait que si le radar, il dit que vous êtes là pendant... Là, OK, il fait un whip, 5 secondes, vous êtes encore là. Il fait un autre whip, encore 10 secondes, vous êtes encore là. Ça vaut pas cher, le radar, là. L'avion, il en met 1500, 2000 pieds plus loin, là, 17 1800 pieds plus loin. Fait que ça vaut rien, le radar, là. Ça, c'était son interprétation des données de NAV Canada. Bon, c'est vrai que les données sont pas toujours parfaitement précises, là, mais ça donne quand même une très bonne idée de qui survolait l'endroit. Voici ce qu'il m'a dit pendant la même entrevue en avril 2018. Son procès avait déjà débuté depuis le 12 février. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment dans toute cette histoire-là depuis les dernières années?
Comment voulez-vous faire différemment? Moi, j'allais faire un tour d'avion. Pour me préparer pour partir en Floride, puis aller voir un hangar à Joliette pour me louer un hangar, parce que mon agent d'assurance dit, voir à Joliette, il y a peut-être des hangars qui vont te louer pour un mois ou deux pour que ton avion soit déneigé au lieu d'être dans le champ dans une tempête de neige, là, puis partir pour la Floride. Et au moins, tu vas partir de Joliette dans un hangar chauffé, sur une piste déneigée, puis là, tu vas pouvoir partir. Et j'avais été voir ça à Joliette. Qu'est-ce que vous voulez faire de différent? Précision. Je connaissais pas du tout les détails de la défense de M. Dubé. Une défense qui allait être beaucoup plus complexe que cette première version-là et qui allait être présentée en cours seulement en juillet 2018, soit environ 3 mois plus tard. On va y revenir. Lors de cette première entrevue-là, il m'a raconté qu'il avait atterri à Joliette, qu'il n'y avait personne et qu'il était rembarqué dans son avion. Notre première rencontre, c'était ça. Monsieur Normand Dubé, avez-vous créé une panne? Mais non. Ah ben, comment vous voulez que... Moi, quand je suis passé, j'ai rien vu. Puis j'ai rien vu ce qu'il dit. De toute façon, je peux pas avoir rien vu. Il vient de me dire qu'elle a eu 12 heures avant, 13 heures après. Donc, il n'y en a pas eu quand je suis passé. Fait que j'ai pas causé de panne, aucunement. C'est de la folie pure, là. Puis moi, je jase beaucoup avec des pilotes d'avion et des pilotes d'hélicoptère. Ils disent, c'est quoi cette folie-là, là? Et on va voler, puis on va arriver en quelque part, puis il va y avoir une panne, puis ils vont situer à peu près l'avion et l'hélicoptère, ils vont dire que c'est nous autres. Disons que si on veut brosser un portrait général de Normand Dubé, on peut dire qu'à la première approche, c'est un homme avenant. Physiquement, il est pas très grand, il est vraiment pas très gros. Il a des yeux bleus très vifs. Puis quand je l'ai rencontré pour la première fois en personne, c'est l'image du bon voisin, tu sais, toujours prêt à aider qui m'est venu en tête. Tu sais, le genre de voisin à qui tu demandes de l'aide si t'es pris dans un banc de neige en hiver, puis il va t'aider, puis savoir exactement quoi faire. Parce qu'il faut savoir que Normand Dubé connaît très bien la mécanique. C'est un excellent pilote d'avion et d'hélicoptère. Il a inventé et créé un type d'avion qui vole toujours, l'aéro-cruiser. En plus de ça, il a son propre atelier, un grand hangar situé devant chez lui à Sainte-Anne-des-Plaines, près de Saint-Jérôme. En hélicoptère, il était le pilote de Normand Brathwaite, de Gaston Lepage, puis plusieurs autres vedettes québécoises. Il a participé à de nombreuses émissions de télévision à cause de ça, puis il était connu des médias et du public comme le pilote des stars. C'est ça son surnom. Et Maxime Landry, qui était journaliste dans l'hélicoptère TVA, qui a couvert longtemps l'aviation, le connaissait aussi. C'est quoi le personnage de Normand Dubé pour toi? Hey, moi, j'ai connu Normand Dubé, là. On a eu 2 hélicos à TVA. Le premier hélico qu'on a eu, c'était en 2005. C'était un Robinson R-44. Les Robinson R-44, normalement, au Québec, c'est un hélico qui est fabriqué en Californie. Puis il y a un concessionnaire autorisé à importer ces appareils-là au Québec. Puis c'est avec eux qu'on a fait affaire à l'époque pour l'acheter. Et on a appris par la suite qu'il y avait comme une espèce de petite mésentente. Que Normand Dubé aussi importait des hélicos Robinson R-44, mais de manière un peu détournée, en passant par les États-Unis. Puis ça rentrait avec une immatriculation non pas canadienne, mais américaine. Bref, un petit tour de fling-flang, mettons. Là. Mais lui, il s'est toujours vanté que c'était lui, le concessionnaire de Robinson. Oui, mais non. T'sais, quand tu parles à Kurt Robinson, qui est le fils du créateur de cet appareil-là, tu sens le malaise, là. Bref, on achète un hélico en bonne et due forme. Moi, je suis formé sur cet hélico-là. Je me souviens qu'à un moment donné, on a affaire... Tu sais, puis le monde des hélicoptères au Québec, c'est un petit monde aussi, comme les avions. Puis je me souviens qu'à un moment donné, Normand Dubé qui m'appelle. « Ouais, toi, tu restes à la Rive-Sud. T'es pas tanné de voyager jusqu'à Montréal-Trudeau pour embarquer? » Ben, ouais, c'est loin. Tu sais, je le fais matin et soir. C'est le côté moins prestigieux d'être reporter dans l'hélico. Tu tapes le trafic. Puis, mais ouais. Hey, moi, je pourrais aller te chercher tu sais, à l'hôtel des gouverneurs. Sur l'île Charon, il y a l'ancien hôtel des gouverneurs. Je pense qu'il est abandonné aujourd'hui. Tout près du tunnel La Fontaine. Puis dans ce temps-là, il y avait un petit héliport, là. Puis Normand Dubé allait chercher Normand Brathwaite là. C'était comme leur spot.
C'était correct, c'était légal. Aujourd'hui, il n'y en a plus d'héliports à cet endroit-là. Mais lui, il me proposait, tu sais, je pourrais aller te chercher, puis on pourrait faire ça ensemble. Viens-t'en avec moi. Puis là, il me proposait carrément de laisser tomber la compagnie avec qui on faisait affaire. Puis mon collègue pilote avec qui j'ai parti le projet, avec les gens de TVA ici, pour partir ça de ça. Tu sais, je vais merci Normand, mais non, tu sais, je suis pas, ça va bien. Puis non, pense-y. Puis j'avais raccroché en disant, ouais, OK, il est spécial, le bonhomme, là. Il n'y a rien qui l'arrêtait. Ah, rien. Mais le gars, il a créé un avion. T'en connais-tu bien du monde qui ont créé un avion dans le fond de leur garage? Non, il a créé aussi les outils puis les pièces pour cet avion-là qui vole toujours. Le gars, il est wise, là. Le gars, il est brillant, là. Tu sais, mais moi, au défi, installer un lave-vaisselle chez nous, puis tu sais, je vais être fier de moi, là. Construire un avion, peut-être un peu moins. C'est pas dans ma taille. Lui, oui. Il fait ça. Puis je me souviens très bien qu'il faisait de l'entretien d'aéronefs aussi à son hangar à Sainte-Anne-des-Plaines, là. Puis, à un moment donné, nous autres, avec notre hélico, on a un bug mécanique là, au sol. C'est pas rien de grave, tu sais, mais ça nous prend... faut changer une pièce. Puis la maudite pièce, on l'a pas. Fait que là, nos mécanos, à l'époque, à Montréal-Trudeau, ben, peut-être quelqu'un qui l'a, c'est Normand Dubé. Ah ouais? Puis là, je vois le malaise dans la face de mes collègues pilotes et mécanos. OK, on va la chercher là-bas, t'sais. Mais je sentais très bien que les gars, ça leur tentait pas de faire affaire avec lui, là. Pourquoi? À cause du personnage, de la réputation. Tu sais, en aviation, là, tout est noté. Tu changes une lumière, tu le marques dans ton logbook. Tu fais un changement d'huile, c'est marqué dans ton logbook. Tu fais un atterrissage, c'est marqué dans ton logbook. Lui, quand il touchait à l'hélico, mettons, c'est pas sûr nécessairement que c'était tout fait dans les règles de l'art. Puis je te dis ça là, en l'ayant vu de mes yeux. C'est pas du oui-dire. Il manque des notes dans le logbook. Ouais. Puis nous autres, à TVA, on travaille pas comme ça. On travaille de manière respectueuse des lois parce que c'est nos vies, regardons, qui sont là-dedans, tu sais. Mais quand on avait vu ça, on a fait, ouais, OK, on est allé chercher une pièce, c'était un magnéto, là, je m'en souviens très bien. On est allé chercher un magnéto pour le moteur, puis c'est la dernière fois qu'on a fait affaire. Là. On s'est débrouillé autrement, puis au pire, l'hélico, il restera groundé un peu plus longtemps, mais on va faire ça correctement. Mais c'est ça, il a toujours été dans cette mouvance-là, tu sais. Vous vous demandez ce qui pousse votre voisin à croire qu'un groupe de pédophiles satanistes domine secrètement le monde? Ou pourquoi certaines de vos connaissances dénigrent toute campagne de vaccination? Peut-être même doutez-vous que le président Kennedy ait réellement été assassiné par un tireur solitaire? Vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Alexandre Moranville-Ouellette et je vous invite à découvrir les secrets de ces théories du complot grâce au balado « Ce n'est qu'une théorie », disponible sur Cube Radio et toute autre plateforme de balado. Ce n'est qu'une théorie est récipiendaire du prix de la meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2021, en plus d'avoir été nommé au Canadian Podcast Awards en 2022. Pendant la série, vous allez entendre différents témoignages et surtout différentes versions de ce qui se serait passé la journée du sabotage des lignes d'Hydro-Québec. Mais je vais vous résumer la version qui a été présentée devant le juge par la Couronne pendant le procès. Maître Steve Baribeau, c'est pas un procureur ordinaire. C'est un plaideur redoutable, selon plusieurs. Il est connu dans les Laurentides. Même moi, je le connaissais de réputation parce que je suis native de Saint-Jérôme. Puis durant mon enfance, j'ai habité tout près du palais de justice. Puis ensuite, à mes débuts en journalisme, j'ai couvert des procès là-bas. Donc, ça m'a pas surpris d'apprendre que c'était lui, procureur à la tête de ce méga procès-là. Donc, pour la Couronne, pour Maître Baribeau, Normand Dubé, c'est un autodidacte qui a été capable de fabriquer un avion. Pas de cours d'ingénieur, quelqu'un qui a un secondaire 5,
puis il a commencé à fabriquer des prototypes à l'âge de 20 ans. Puis il a fabriqué et vendu une centaine de ces avions-là, les aérocruisers. Aussi, il y a un conflit de plusieurs années avec Hydro-Québec au sujet de la servitude sur son terrain. Hydro-Québec circulait à l'extérieur de la servitude à respecter pour l'entretien des lignes. Les camions étaient trop gros et trop larges, ça endommageait son terrain. Puis ça, Normand Dubé le prenait vraiment pas. Il les a amenés en cours, s'est battu avec un policier, il a mis une pelle mécanique pour les empêcher d'entrer sur son terrain. Et il y a eu gain de cause. Selon le procureur de la Couronne, maître Steve Baribeau, Normand Dubé en voulait tellement à Hydro-Québec qu'il voulait se venger en sabotant les lignes avec son avion. La preuve démontre qu'il est passé le jour et à l'heure des pannes. Maître Steve Baribeau, le procureur de la Couronne. C'est un crime totalement prémédité, là. On s'est attaqué aux installations les plus importantes dans le but, justement, de faire mal à Hydro-Québec. C'est ça qu'on voulait faire. On voulait faire mal, on voulait déstabiliser Hydro-Québec par soif de vengeance. La toile de fond des dossiers de M. Dubé, c'est celle-là, la vengeance. Monsieur qui est incapable de gérer sa colère, de gérer ses conflits et qui, par vengeance, s'est attaqué à Hydro-Québec. Donc la vengeance, c'est le mobile du crime. Oui. C'est quelqu'un qui mûrit ses décisions. C'est quelqu'un qui prend le temps d'analyser les gestes qu'il va commettre. Et au bout de plusieurs années, quand on a oublié ça, lui, il n'a pas oublié. Et c'est là qu'il frappe. Maître Baribeau ajoute que les preuves recueillies pointent vers M. Dubé, qu'il avait les connaissances techniques et qu'en plus, il y avait un mobile, son conflit avec Hydro-Québec. À la cour, Maître Baribeau a aussi présenté une preuve de caractère contre M. Dubé, une preuve qui le décrivait comme un homme revanchard et agressif. Et ça a pesé lourd dans la balance au moment du procès. Parce qu'en fait, avant le mois de décembre 2014, l'équipe du lieutenant Bouchard de la SQ travaillait déjà sur un autre dossier qui concernait M. Dubé et qui avait rien à voir avec celui d'Hydro-Québec. Un dossier d'incendie criminel à Sainte-Anne-des-Plaines, de menaces, de harcèlement et d'intimidation envers des fonctionnaires de la ville et des services des douanes. Le lieutenant Martin Bouchard. Quand on a commencé le dossier en 2014, j'étais chef d'équipe. Chef d'équipe d'une équipe projet. On était 4 enquêteurs plus le chef d'équipe. Puis en octobre 2014, le service de police de Terrebonne nous avait demandé assistance pour les enquêter des incendies que un dénominateur commun était Normand Dubé. À ce moment-là, Normand Dubé n'est pas encore un suspect, mais seulement un dénominateur commun, c'est-à-dire qu'il est impliqué d'une manière ou d'une autre avec chacune des victimes. On a monté à environ 33 dossiers où ce que M. Dubé ressortait, tant au niveau des méfaits, de l'intimidation, des menaces. Des 33 dossiers, ils en ont finalement gardé 13, puis ensuite 3. 3 dossiers sur lesquels ils pouvaient enquêter puis monter une preuve qui leur permettrait d'être solides au procès. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez le nom de Normand Dubé à ce moment-là? Oui, de notre côté, au niveau de la Sûreté du Québec, oui. En octobre 2014, pour moi, M. Dubé était totalement inconnu de nos services puis de nous. Peut-être mieux connu au niveau des services policiers municipaux, mais pas au niveau de la Sûreté du Québec. Et puis, en cours d'enquête sur les incendies, il se passe un revirement majeur, le 22 décembre au soir. Je suis chez moi, je dormais finalement à 23h30 le soir et je reçois un appel d'un chef d'équipe qui me mentionne écoute, on est présentement sur un dossier depuis quelques jours et on croit que c'est relié à votre dossier, on croit que c'est relié à M. Dubé. C'est quoi ce dossier-là? Dossier Hydro-Québec. Il y a beaucoup d'étapes qui ont été faites jusqu'au 22 décembre où ce que je suis avisé à 23h30 le soir à l'effet que ça pouvait être M. Dubé impliqué. Le 23 décembre au matin, en rentrant au bureau, on s'entend que c'est les fêtes qui s'en viennent. Mais ça a fait en sorte que notre équipe d'enquête
Autant les policiers qui étaient sur le projet ont mis leurs vacances de côté. Et on a travaillé le 24, le 25, jusqu'au mois de janvier pour être capable d'aller chercher les éléments de preuve, de monter un affidavit d'écoute pour aller en écoute dans les dossiers, donc qui impliquaient M. Dubé, les incendies et Hydro-Québec. Ces dossiers-là sont les plus importants sur lesquels l'équipe du lieutenant Bouchard des crimes majeurs ait jamais travaillé. Sécurité nationale, harcèlement, intimidation et des incendies criminels allumés avec des cocktails Molotov. On parle d'incendies allumés avec des cocktails Molotov. Chez le directeur de l'urbanisme de Sainte-Anne-des-Plaines, chez une employée municipale et même chez une surintendante de l'Agence des services frontaliers, les douanes. Je vous dirais que à partir de ce moment-là, où ce que l'équipe d'enquête, qui n'était pas la nôtre, ont compris que le seul avion qui avait passé en haut provenait de la piste d'atterrissage de M. Dubé. Veut pas, les autres chefs d'équipe sont au courant de notre projet pour les incendies de M. Dubé. C'est à ce moment-là qu'ils nous contactent puis ils nous mentionnent qu'écoute, notre dossier pourrait être relié au vôtre. Donc, à partir de là, je prends la responsabilité, notre équipe d'enquête prend la responsabilité du dossier Hydro-Québec. Et bien sûr, pendant ce temps-là, l'enquête sur les incendies criminels se poursuit pour l'équipe du lieutenant Bouchard. Mais en parallèle, l'enquête sur les méfaits sur les lignes d'Hydro-Québec devient une priorité. Au fil des mois, on a décidé de préparer 2 procès distincts. Un premier sur les méfaits commis contre Hydro-Québec le 4 décembre 2014, puis les dommages reliés. Puis un deuxième procès sur les incendies criminels. L'ordre peut être mélangeant parce que les événements se sont passés dans une chronologie inverse. Donc, suivez-moi bien. Les incendies ont lieu avant les méfaits commis contre Hydro-Québec. Tout ça pour dire que quand j'ai rencontré Normand Dubé pour la première fois, son premier procès, celui contre Hydro-Québec, venait de commencer. Dans la longue entrevue que j'ai faite avec Normand Dubé en 2018 pour le documentaire vidéo pour le bureau d'enquête, il fallait qu'on évite soigneusement toute référence aux moyens par lesquels le crime contre Hydro-Québec aurait été commis. Le procès se déroulait à huis clos et il y avait une ordonnance de non-publication sur plusieurs éléments. Mais l'enquête de la SQ et de la Couronne proposait des hypothèses, dont j'ai le droit de vous parler pour une fois. Et je voulais questionner M. Dubé là-dessus. Mais j'arrivais pas tout à fait à démêler les réponses qu'il me donnait. Il me parlait des nombreuses autres pannes d'électricité qui ont eu lieu avant puis après le 4 décembre 2014. Puis il faut juste préciser que Normand Dubé a pas été accusé de ces autres pannes-là. Il me parlait aussi des théories avancées par la Couronne, par le procureur Maître Baribeau. Et puis c'est normal, hein, si vous comprenez pas tout, même moi, j'étais confuse. Mais c'est sa manière d'expliquer les choses. Alors, je vous la partage. Je vous laisse l'écouter. Baribeau, c'est sûr que Baribeau, premièrement, c'est un menteur. Moi, j'ai perdu confiance dans lui. C'est supposé que c'est le système de justice, que c'est la vérité, puis c'est ça, puis c'est le droit chemin, là. Quand c'est loin d'être le droit chemin, c'est celui qui tire, qui joue au dard le plus souvent possible. Fait que quand ça ne marche pas, il lance un autre dard. Ça fait 8 ou 10 dards qui ne pognent pas le bullseye, puis essayent à leur pogner, puis ça ne marche pas encore. Puis il y a des témoins qui ont témoigné, puis ils n'ont pas vu que ça ne marchait pas, mais il est tellement là, focusé, là. Ah, faut l'avoir. Je sais pas de qui vient la pression, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu rencontres peut-être d'autres gens, là, comme des électriciens, des physiciens, puis qui vont te mettre un petit peu de plomb dans la tête, là, puis dire, écoute, là, ton histoire, là, t'as beau essayer de te faire pousser par ta gang de police, là, qui veulent se faire, ou puis de la gang d'Hydro-Québec, qui veulent justifier leur panne pour montrer qu'ils ont trouvé un coupable pour être capable de vendre de l'électricité aux États-Unis, mais c'est pas le cas, là, c'est pas le problème, là, c'est tous vos équipements qui sont après pétés ou qui sont désuets, puis il y a des 500-600 millions à mettre sur tous les disjoncteurs, puis les disjoncteurs, ça débraye. C'est pas à cause qu'il a passé un avion, au-dessus des lignes, là. De là, c'est ça. Hein? Ben oui. Les avez-vous eu, la liste des pannes? Oui, on en a. Oui, Okay. oui, on en a pas mal.
Il y en avait pas mal. Il y en a bien on plus que ça. On peut pas savoir. On a la Ben place, non, il y en a 5, 6, 7. Il y en a... Je peux pas tout confirmer ce qu'il dit, mais comme je vous disais un peu plus tôt, ce qu'on peut dire sur les pannes avant et après le 4 décembre, c'est qu'il y en a eu plusieurs. Puis ce que je peux rajouter, c'est que ça s'est passé dans un rayon de 300 km. Selon l'affidavit, il y a eu 3 pannes le 27 novembre, à La Tuque et à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Il y en a eu une autre, le 30 novembre, dans le même secteur. Et une autre, le 7 décembre 2014, à Sainte-Sophie. Ça, c'est vrai. Mais Normand Dubé, il n'a pas été accusé de ces pannes-là du 27 novembre, du 30 novembre et du 7 décembre. Quand je suis partie de Sainte-Anne-des-Plaines après l'entrevue ce jour-là, la seule chose que j'avais en tête, c'est que j'étais incapable de démêler le vrai du faux. Il y avait réponse à tout, M. Dubé. Puis quelques semaines plus tard, la réalisatrice du documentaire vidéo, Ninon Penneau, a fait le tri des enregistrements de Bell Hélicoptère. Puis là, on entend Normand Dubé le 27 novembre 2014. Juliette, votre point de départ, c'est bien Joliette, monsieur, vous allez atterrir chez Dubé? Affirmatif. Votre item au complet, c'est quoi, monsieur? Golf Sierra Novembre Alpha. Quand on a rencontré M. Dubé au mois d'octobre suivant, on lui a posé la question. Le 27 novembre, vous avez volé, puis il y a eu des pannes aussi. Non, le 27 novembre, je n'ai pas volé. C'est un avion Cessna 152 qui a volé dans le coin de la chute. Il y a eu 3 pannes au même moment où il a volé, sur les mêmes lignes que j'ai été accusé. Moi, je n'étais pas en vol le 27 novembre. Là. Il semble que dans les documents... J'étais peut-être allé dans le coin de La Tuque. Parce qu'on a des enregistrements radio, me semble, de vous, le 27. 27 que vous volez. C'est ça. Mais les pannes ont eu lieu à la chute. Je suis jamais allé à la chute. Mettons que j'ai volé, puis j'étais allé dans le coin. Ils ont dit que j'étais loin dans le coin de La Tuque. Je n'ai jamais été à La Tuque de ma vie, là. Mais... Donc, vous avez volé cette journée-là. Le 27. Novembre. Oui, que j'ai regardé mon logbook, en tout cas, puis ils me l'ont dit. Mais vous n'étiez pas à l'endroit où il y a les déclenchements de ligne? Non, pas du tout. Puis il y en a eu d'autres, là. Comment ça fait qu'ils les nomment pas? La question de Normand Dubé est bonne. Qu'est-ce qui s'est passé avec les autres pannes? Puis est-ce que M. Dubé aurait survolé les lignes ces journées-là aussi? Parce que les 2 noms de villes mentionnés par M. Dubé peuvent faire en sorte qu'on s'embrouille un peu dans la compréhension de tout ça. Je veux juste préciser que la panne n'a pas eu lieu à la chute, comme dit M. Dubé le 27 novembre. Et moi, je suis pas capable de vérifier si M. Dubé était en vol à la chute ou à la tuque cette journée-là. Puis il faut aussi se demander s'il y a eu un problème avec le réseau d'Hydro-Québec. Parce qu'on sait pas trop ce qui s'est passé avec le réseau. Et quand j'ai pu interroger la direction d'Hydro-Québec sur l'affaire, puis je dois vous dire que c'était pas simple de les avoir en entrevue, j'avais l'impression que ça clarifiait pas les choses non plus. Je vous laisse les entendre. Le réseau est en bonne santé, fonctionne bien. On n'a jamais eu de problème comme ça, autre que l'événement allégué, que l'événement qui a été mentionné ici. De ce côté-là, je ne pense pas. On évitait de parler de la fiabilité du réseau et des autres pannes, par exemple. On semble ne pas avoir été capable, au niveau d'Hydro-Québec, de vraiment déterminer que c'était M. Dubé qui était à cet endroit précisément ou qui volait à cet endroit précisément. Je ne voudrais pas me substituer au travail que le juge a fait. Je pense que le juge, le procureur de la Couronne ainsi que l'avocat de la Défense ont vraiment débattu de toute cette cause-là. Alors, je m'en remets à eux, à leur jugement et à la procédure d'appel qui, je crois, viendra bientôt également. Quand je parlais à la police à cette époque-là, je me disais que c'était pas toute l'histoire non plus, tu sais. Tu sais, pourquoi il y a eu une panne 13 heures plus tard après le passage de l'avion, hein? Qui dit vrai là-dedans? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Puis pourquoi Normand Dubé y avoue pas? Par exemple, ça voudrait dire quoi si Normand Dubé était innocent comme il prétend encore? Je sais là, qu'il a été reconnu coupable. Mais pourquoi certains de ses amis ou ses proches sont persuadés de son innocence? Comment c'est possible d'être aussi convaincant et difficile à suivre en même temps? Et puis même encore maintenant, pour le balado, je suis même pas certaine de savoir comment rapporter les réponses de Normand Dubé. À un moment donné, ma réalisatrice Anne-Sophie a pas eu le choix d'aborder la question.
Mm-hmm. Comment tu te sens de parler de tout ça dans notre projet? Tu sais, moi, j'aime analyser les choses, j'aime les faits, j'aime lire des rapports, puis me fier à ces rapports-là, puis dire, bon, OK, on a évalué tous les côtés, là, puis c'est cette réponse-là, c'est cette vérité-là. Avec Normand Dubé, j'en ai pas de vérité. Je sais pas ce que j'ai le droit de dire est vrai. Je sais pas si ce que je rapporte est vrai. Jamais. Fait que pour une journaliste, c'est difficile de rapporter des éléments que je peux même pas, souvent, contre-vérifier. Fait que des fois, je me dis, je suis en train de dire ça à mon interlocuteur, puis c'est complètement faux, parce que je rapporte ce que Normand Dubé a dit, ou ce que Normand est en train de me dire est vrai. Je sais pas. Dans le prochain épisode, un mort comme alibi. Normand Dubé accuse quelqu'un d'autre des méfaits. Un homme qu'il connaissait bien. Un homme qui devait se présenter en cour, mais qui s'est suicidé le premier jour du procès sur le sabotage des lignes d'Hydro-Québec. Est-ce que vous avez demandé d'aller vérifier, juste au cas, si Steve Garrett n'avait pas volé avec un appareil avant M. Dubé? Écoutez, de mémoire, je me souviens pas si ça a été fait. Je me souviens pas. Je me souviens pas. L'enquête est menée par moi, Marie-Christine Noël, journaliste au bureau d'enquête de Québecor. La série est écrite, montée et réalisée par Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy, Ève Lévesque et Bastien Gagnon-Lafrance pour leur aide. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous voulez écouter le documentaire vidéo Le pilote des stars sur Normand Dubé, que j'ai réalisé avec ma collègue Ninon Pedneau en 2018 pour le bureau d'enquête de Québecor, allez sur cube.ca/vrai ou sur la plateforme Vrai pour les abonnés à Elix.